Salut. Aujourd'hui, on parle de la pire découverte. Quand la personne la plus drôle du groupe cache un truc qui te glace le sang. Pas une phase, pas une blague, un détail réel, un article, un fichier, un appel. Et d'un coup, tu réalises que tu ne connaissais pas ton ami. Reste jusqu'au bout. Et si toi aussi tu as vécu ce genre de révélation, raconte-la en commentaire, même si c'est court. Il était ce genre de pote impossible à détester. Toujours une vanne prête, toujours le premier à lancer une soirée, toujours celui qui te tape sur l'épaule quand tu as l'air crevé. Le fun du groupe. On l'appelait même le remède, parce qu'il te faisait rire sans effort. Ce soir-là, on était chez un ami commun. Appartement chaud, fenêtre légèrement embuée, odeur de pizza et de déo bon marché. La musique tournait trop fort, les voix se mélangeaient. Les verres claquaient contre la table basse. Rien d'anormal, juste une soirée. Lui, comme d'habitude, se promenait entre les gens avec ce sourire énorme, un sourire de dessin animé. Il imitait les profs, il racontait des histoires honteuses, il faisait rire même ceux qui ne rient jamais. À un moment, il s'est approché de moi. « Frère, viens, faut immortaliser ça, donne ton téléphone. » J'ai hésité une microseconde. Pas parce que je ne lui faisais pas confiance, justement parce que je lui faisais confiance. Dans un groupe, tu finis par laisser ton téléphone comme tu laisses ton manteau sur un lit, sans y penser. Je lui ai donné. Il a pris mon téléphone d'une main et de l'autre, il m'a attrapé le bras pour me tirer au milieu du salon. Il a commencé à filmer en mode selfie, la caméra face à nous. Il faisait des grimaces, il criait des phrases débiles, il collait l'objectif à la tronche des gens. Tout le monde riait. Moi aussi. Puis il a fait le gag qu'il adorait. Il a mis le téléphone sous mon nez et il a dit très fort « Regardez, regardez, il a des messages chelous, il parle à une meuf !» Tout le monde a rigolé. Moi j'ai essayé de lui arracher le téléphone comme pour jouer. Il reculait, il esquivait, il faisait exprès de me le tendre puis de le retirer. Un balai idiot. 10 secondes. 15 max. Et à un moment, dans ce chaos, il a fait un truc très simple. Il a tourné le téléphone vers lui, juste une seconde, hors de mon champ. Une seconde où l'écran était caché par son avant-bras. Je n'ai rien vu. J'ai juste entendu sa voix, toujours la même, légère. T'inquiète. Il m'a rendu le téléphone en riant, comme s'il venait de me faire une blague inoffensive. Je l'ai remis dans ma poche. On a continué la soirée. On a parlé, on a bougé, on a oublié. Vers 2h du matin, je suis rentré chez moi. Dehors, l'air froid m'a frappé la face. Les rues étaient humides. Les lampadaires faisaient des halos sur l'asphalte. J'avais cette fatigue douce d'après-soirée, la tête un peu lourde, le cœur tranquille. En arrivant, j'ai posé mes clés. J'ai sorti mon téléphone. 3 notifications. Nouvelle connexion, vérification de sécurité, transaction en attente. Mon ventre s'est serré comme si quelqu'un avait tiré une corde à l'intérieur. J'ai ouvert l'application de ma banque. Les chiffres ont mis 1 seconde à charger. 1 seconde trop longue. Et quand ils se sont affichés, j'ai vu une opération que je n'avais jamais faite. J'ai cligné des yeux. J'ai rafraîchi. Mon doigt tremblait. La même ligne était là, froide, neutre, comme si ça faisait partie de ma vie depuis toujours.
Dans mon salon silencieux, j'entendais encore la musique de la soirée dans ma tête. Son rire, son gag. Et surtout, cette seconde où l'écran avait disparu derrière son bras. J'ai eu une pensée qui m'a donné des frissons, parce qu'elle était simple, mécanique. Il lui a fallu moins de 10 secondes. Je suis resté debout au milieu de mon salon, téléphone dans la main, comme si l'écran allait finir par changer tout seul et me dire « Erreur, c'était une blague ». Mais non. Les chiffres étaient là. Une ligne froide avec une heure. Et surtout ce mot qui te coupe les jambes, en attente. J'ai ouvert mes mails, 3 alertes. J'ai ouvert les SMS, des codes de vérification, certains déjà lus. Je n'avais aucun souvenir de les avoir touchés. Mon pouce a glissé sur l'écran, nerveux, trop vite. Je me suis mis à respirer court. Un bruit sec sortait de ma gorge, comme si je mâchais de l'air. J'ai pensé à tous les trucs que mon téléphone sait de moi. Banque, identifiant, adresse, photo, message. C'est pas juste un objet. C'est une extension. Et quelqu'un avait posé les doigts dessus. J'ai appelé le numéro de la banque. Menu automatique. Attente. Une musique douce, presque insultante. J'avais l'impression que la voix allait me dire « Calmez-vous », alors que mon cœur tapait contre mes côtes comme un animal coincé. Quand quelqu'un a enfin répondu, j'ai parlé trop vite. J'entendais ma voix déraper. Je lui ai dit « Je n'ai pas fait ça. Je n'ai rien validé. » On m'a demandé des vérifications, des dates, des questions. Ma main tremblait tellement que j'ai failli lâcher le téléphone. Ils ont bloqué ce qu'ils pouvaient bloquer. Ils m'ont dit que certaines opérations pouvaient être stoppées, d'autres non, que je devais déposer une déclaration, des phrases administratives. Mais sous les mots, j'entendais juste une réalité simple. Quelqu'un a agi à ma place. J'ai raccroché. J'ai changé mes mots de passe, un par un, avec une lenteur maladroite parce que mes doigts ne m'obéissaient plus. J'ai activé tout ce que je pouvais activer en termes de sécurité. J'avais l'impression de réparer une porte après qu'on soit déjà entré. Puis j'ai regardé l'heure sur l'écran. 2h47. Et d'un coup, tout s'est remis en ordre dans ma tête. Pas l'ordre calme, l'ordre chronologie. La soirée, le salon, la musique, le gag, le téléphone qui disparaît une seconde derrière son bras. Je me suis assis, très lentement, comme si mes jambes avaient oublié comment être solides. J'ai rouvert ma galerie. La vidéo qu'il avait filmée. Celle où tout le monde riait. Je l'ai lancée. Au début, rien. Des visages, des cris, des « Vas-y !» Puis moi qui essaie de lui reprendre le téléphone. Les gens qui rient plus fort. Lui qui recule. Et là, une seconde où l'image bouge. L'objectif se tourne vers son torse. L'écran est masqué par un avant-bras. On n'entend que le brouhaha et sa voix, toujours légère. « Attends,
Puis retour sur nous. Sourire intact. Et il me rend le téléphone comme si de rien n'était. J'ai senti un froid monter le long de mon dos. Parce que ce « attends » n'était pas la phrase de quelqu'un qui filme. C'était le « attends » de quelqu'un qui fait quelque chose. J'ai ouvert mon historique d'activités, les applis récemment utilisées. Je n'ai pas cherché une preuve parfaite, juste un indice. Un truc qui montre que je ne suis pas fou. Il y avait une trace. Une application ouverte à une heure précise. Une minute qui collait exactement au moment où il avait mon téléphone. J'ai reposé l'appareil sur la table, comme si le plastique me brûlait. Et je me suis souvenu d'un détail. Un petit détail que j'avais toujours trouvé drôle chez lui. Il adorait les blagues où il te prend ton téléphone et où tu paniques. Sauf que cette fois, ce n'était pas une blague. J'ai ouvert notre conversation. J'ai tapé un message. Je l'ai effacé. J'ai retapé. J'ai encore effacé. Finalement, j'ai écrit quelque chose de simple. Dis-moi juste un truc. Tu as touché à mon téléphone tout à l'heure? Autre que filmer? Le message est parti. Et dans mon salon silencieux, j'ai attendu la réponse d'un mec qui faisait rire tout le monde. En espérant, pour la première fois, qu'il ne soit pas aussi bon que ça. La réponse est arrivée vite. Trop vite. Comme s'il attendait déjà. M d'erreur quoi? Non frérot, t'es parano. J'ai juste filmé. Le M d'erreur m'a donné la nausée. Pas à cause du mot, à cause du ton. Ce ton qui transforme ton malaise en blague, ton instinct en caprice. J'ai senti une chaleur froide dans ma poitrine, un mélange de rage et de peur. J'ai écrit. J'ai des connexions et des transactions que j'ai pas faites. Ça a commencé juste après la soirée. Il a mis quelques minutes à répondre. Et pendant ces minutes, mon cerveau a tourné à vide. Je revoyais son bras, l'écran caché, la seconde. Sa réponse. Ah ouais, chaud. Peut-être t'as cliqué sur un truc. Fais gaffe, il y a plein d'arnaques. Voilà. Il m'expliquait ma propre vie, avec ce calme d'expert improvisé. Il me donnait des conseils. Il jouait le pote concerné. Et c'est là que j'ai compris ce qui me faisait le plus peur. Pas l'argent. Pas même l'idée d'être hacké. C'était l'idée qu'il savait déjà comment me parler pour que je doute de moi. J'ai eu besoin d'une preuve. Pas pour la police, pour moi. Pour me sortir de son sourire. Alors j'ai fait un truc très simple. J'ai ouvert les paramètres de mon téléphone et j'ai regardé les appareils connectés récemment. Je ne suis pas un pro. Je n'ai pas fait d'enquête de hacker, juste, j'ai regardé. Un appareil inconnu était apparu, très brièvement, pendant la soirée. Un nom générique, une connexion éclair. Mon cœur a tapé plus fort. Je me suis rappelé qu'il avait une montre connectée. Une de ces montres qui peut recevoir des codes, valider des trucs, agir comme un double de ton téléphone si tu la paramètres bien. Il en parlait parfois, en rigolant. « Frère, avec ça je peux tout faire. » À l'époque, ça sonnait comme une vanne.
Ce soir-là, c'était une phrase qui se recollait à ma réalité avec un clic sec. Le lendemain, j'ai fait ce qu'on fait quand on ne veut pas se faire convaincre. J'ai agi vite. J'ai déposé une déclaration. J'ai bloqué des accès. J'ai demandé des historiques. J'ai passé des coups de fil. Je n'ai pas dormi. Et le soir, il m'a écrit comme si de rien n'était. « On fait quoi ce week-end » Je suis resté longtemps devant ce message. C'était ça le plus sale, sa normalité, l'absence totale de culpabilité visible, comme si tout ça faisait partie de son « jeu ». J'ai fini par répondre quelque chose de neutre. Je ne voulais pas déclencher une guerre, je voulais juste l'éloigner. Les jours suivants, j'ai appris que je n'étais pas le seul. Pas officiellement, pas preuve en main, mais des petites phrases ont commencé à sortir dans le groupe. Un pote qui disait qu'il avait eu un problème de compte après une soirée. Une fille qui disait qu'elle avait retrouvé des connexions bizarres alors qu'elle n'avait rien fait. Personne ne pointait un doigt. Personne n'osait. Parce que c'était le drôle, le sympa, celui qui te fait croire que tu dramatises. J'ai coupé le contact. Pas de scène, pas d'accusation publique. Juste, je ne répondais plus. Je sortais moins. Je changeais de trottoir quand je le croisais. Et pendant un temps, tout a fini par se stabiliser. Les comptes sécurisés, les alertes diminuées, la vie normale. Sauf qu'il m'est resté un détail, un seul, qui me donne encore des frissons. Une semaine après, je suis retombé sur la vidéo de la soirée, celle où tout le monde rit. Je l'ai regardée une dernière fois, pour me forcer à avaler le réel. Et j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu la première nuit. Juste avant de cacher l'écran avec son bras, il regarde droit dans la caméra. Pas comme quelqu'un qui filme ses potes, comme quelqu'un qui vérifie si tu regardes. Puis il sourit. Un sourire parfait. Et dit très bas, presque couvert par la musique, « Voilà. Voilà. Pas « c'est bon », pas « t'es prêt », juste « voilà », comme quand tu termines une action. Depuis, quand un ami prend mon téléphone pour une photo, je sens mon estomac se serrer. Je ris quand même, parfois, par politesse, par réflexe. Mais à l'intérieur, il y a toujours cette pensée froide. Il suffit de 10 secondes et d'un bon sourire pour te voler sans que personne ne voie rien. Il s'appelait Malik. Dans l'équipe, c'était celui qui mettait tout le monde à l'aise. Le premier à envoyer un mème le matin. Le premier à faire rire quand la réunion partait en vrille. Un gars sûr, propre, poli, toujours un mot gentil. Le genre de collègue que tu cites quand tu dis « Au moins, ici, il y a des gens bien ». Le vendredi, on avait fini tard. Rien d'exceptionnel. Il avait même insisté pour aider à ranger la salle. Chaises, gobelets, câbles du rétroprojecteur. Il sifflotait. Il racontait une histoire stupide sur un client. On rigolait. Il a dit bonne nuit à tout le monde comme d'habitude, en tapant des checks. Dormez bien les gars, à lundi. Le lundi matin, il n'était pas là. Au début, personne ne s'inquiète. Retard, métro, malade, ça arrive. On ouvre nos mails, on démarre, on parle d'autre chose. À 10 heures, son bureau est toujours vide. Son mug est là,
mais pas rempli. Son écran est éteint. Sa chaise parfaitement rangée, comme si elle attendait. À 11h, notre manager envoie un message sur le groupe. « Vous avez des nouvelles de Malik ?» Rien. Pas de réponse de lui. Pas de « Désolé, je suis malade ». Rien. Et c'est là que j'ai eu le premier frisson. Pas parce qu'il était absent, parce que Malik ne laissait jamais un silence comme ça. Jamais. Vers midi, une collègue dit qu'elle a essayé de l'appeler. Répondeur. Une autre dit qu'elle a envoyé un SMS. Vu, mais pas répondu. Vu. Ce mot-là. Si ton message est vu, ça veut dire que quelqu'un a regardé l'écran. Ça veut dire qu'il était là, à un moment. L'après-midi, l'ambiance change. Ça devient plus calme, plus raide. Chacun fait semblant de bosser normalement, mais tout le monde écoute son téléphone, comme s'il allait sonner. À 16h, notre manager disparaît dans une salle vitrée avec la RH. La porte se ferme. Et là, même sans entendre, tu sais au langage des épaules, aux gestes trop lents, à la façon dont ils évitent de regarder l'open space. Quand il ressort, il est pâle. Il dit juste « On va arrêter les spéculations. Malik a eu un problème personnel. » Un problème personnel. Cette phrase, je la déteste. Elle sert à mettre un couvercle sur une marmite qui siffle. Puis son téléphone sonne. Il décroche. Il écoute. Il ne parle presque pas. Il répond juste « Ouais. D'accord. Merci. » Et après avoir raccroché, il se tourne vers nous. Il respire une fois, longue, comme s'il s'apprêtait à dire quelque chose d'impossible. Malik s'est présenté au commissariat ce matin. J'ai senti mon ventre tomber. Un silence énorme a rempli l'open space. Même les claviers se sont arrêtés. Quelqu'un a demandé « Pourquoi ?» Le manager a hésité. Une seconde trop longue. Et il a dit, sans nous regarder dans les yeux, il a fait quelque chose chez lui. Il a appelé. Il s'est rendu. Personne n'a demandé quoi tout de suite. Parce qu'on le savait déjà, au fond. Parce que l'intonation de sa voix disait « pas une bêtise, pas un accident domestique, pas un vol, pas une bagarre, quelque chose d'irréparable. » J'ai eu un bruit de sang dans les oreilles, un bourdonnement. La pièce semblait trop lumineuse. Dans ma tête, des images se sont mises à défiler toutes seules. Malik qui rigole, Malik qui aide à ranger, Malik qui te regarde avec des yeux gentils, Malik qui dit « à lundi ». Et surtout, un détail que j'avais oublié volontairement. La semaine d'avant, un soir, on était restés à deux au bureau. Il était venu près de la fenêtre et il avait regardé le parking vide longtemps. Trop longtemps. Quand je lui ai demandé si ça allait, il avait souri comme toujours. « T'inquiète, juste fatigué. » Ce sourire-là, je l'avais avalé sans le mâcher. Le manager a dit qu'on aurait plus d'infos plus tard.
qu'on devait respecter la vie privée. Que la police était impliquée. Des phrases propres, calibrées. Mais moi, je n'écoutais déjà plus vraiment. Parce que ce qui commençait à me faire peur, ce n'était pas l'idée qu'il ait craqué. C'était l'idée qu'il avait réussi à être normal jusqu'au bout. Après l'annonce, on a tous fait semblant de reprendre le travail. Personne n'y arrivait. Les écrans étaient allumés, mais les yeux étaient ailleurs. Le moindre ding de mail faisait sursauter quelqu'un. Les chaises grinçaient plus fort. Même la machine à café paraissait trop bruyante. La RH est passée rangée par rangée. Voix basse, mots propres. Si vous avez besoin de parler, on est là. Évitez de diffuser des rumeurs. Évitez de diffuser des rumeurs. Comme si on pouvait empêcher un cerveau de chercher une forme à l'horreur. Vers 18h, on nous a dit de rentrer plus tôt. Comme si quitter le bureau allait rendre la chose moins réelle. Je suis sorti avec 2 collègues. On marchait côte à côte sans se regarder, comme des gens qui viennent d'assister à un accident. Dehors, l'air était froid et normal. Trop normal. Dans le métro, j'ai vu les notifications arriver sur nos téléphones, les unes après les autres. Pas un message officiel, pas une info claire, juste des captures d'écran, des « t'as vu ?» des liens envoyés en rafale. Un article local, un titre sec. Je n'ai pas envie de le réécrire mot pour mot, mais l'idée était là. Il s'était rendu après un acte violent, chez lui. Il y avait une victime. Il y avait une intervention. La police parlait d'une enquête en cours, de faits graves. Je me suis senti partir un peu en arrière, comme si mon corps reculerait dans son siège. Les lettres sur l'écran semblaient trop nettes, trop propres pour dire un truc aussi sale. J'ai levé les yeux du téléphone. Autour de moi, des gens riaient, parlaient, faisaient défiler leur propre vie. J'ai eu une sensation idiotement irréelle. Eux ne savent pas. Moi je sais. Et ça me brûle dans la poitrine. Le soir même, un collègue m'a appelé. Pas un message, un appel. Sa voix tremblait. Tu te rappelles les blagues de Manick sur « Je suis toujours là ?» Oui. Je m'en rappelais. Il disait ça souvent, avec un sourire, quand il arrivait sans bruit derrière toi. Je suis toujours là, moi. On rigolait, on le traitait de ninja. Mon collègue a continué plus bas. J'ai retrouvé un truc dans la boîte mail partagée. Je lui ai demandé quoi? Des captures, des images, du parking. J'ai senti mes mains devenir moites. Il m'a expliqué. Malik avait parfois accès à des dossiers sécurité parce qu'il aidait sur des problèmes informatiques. Et dans un coin, enterré sous des fichiers banals, il y avait des captures d'écran de caméra. Des gens qui entraient, qui sortaient, qui montaient dans leur voiture. Rien d'illégal en apparence, sauf que certaines images étaient renommées avec des prénoms, des dates, des heures précises. Le pire, c'est que ce n'était pas une fois, c'était organisé, classé, comme une collection. Je me suis mis à respirer plus court. J'ai repensé à Malik qui te demandait, l'air de rien, « Tu te gares où, toi, déjà, pour pas que tu prennes la pluie ?» Il disait ça comme un ami, comme quelqu'un qui prend note. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Pas parce que j'avais peur qu'il vienne, il était sous contrôle. J'avais peur d'un truc plus simple.
le souvenir qui se réécrit. Chaque scène passée devenait suspecte. Chaque rire, chaque check, chaque « bonne nuit ». Le lendemain, j'ai reçu un mail de la direction. On suspendait temporairement certains accès, on renforçait la sécurité, on proposait du soutien psy. Des mots nets, administratifs. Mais moi, je n'entendais qu'une phrase dans ma tête, répétée avec son ton à lui. Je suis toujours là. Sauf qu'aujourd'hui, je ne l'entendais plus comme une blague. Je l'entendais comme une vérité. Et je me suis demandé, pour la première fois, en regardant mon plafond dans le noir, combien de fois il était là, sans que je le remarque. Le surlendemain, on nous a demandé de revenir au bureau comme d'habitude. Rien que cette expression m'a donné envie de rire nerveusement, comme d'habitude, alors que l'air lui-même semblait différent, plus sec, plus lourd. À l'accueil, il y avait un agent de sécurité supplémentaire, badge contrôlé 2 fois, porte d'escalier verrouillée. On avait l'impression de travailler dans un endroit qui venait de découvrir qu'il avait des angles morts. Son bureau était vide, trop propre. Le mug avait disparu. Même la petite plante ridicule qu'il gardait près de son écran. Comme si quelqu'un avait effacé la place. Et ça, c'était pire que de laisser ses affaires. Ça donnait l'impression qu'il n'avait jamais existé ici. Vers 10 heures, 2 personnes sont arrivées. Pas en uniforme, vêtements sobres, badge temporaire. Ils ont parlé à la direction, puis la direction a demandé à certains d'entre nous de les accompagner dans une salle. Quand mon nom a été cité, j'ai senti mes mains se refroidir. On m'a posé des questions simples, presque banales. Est-ce que Malik avait des problèmes ? Est-ce qu'il parlait de quelqu'un ? Est-ce qu'il semblait stressé ? Est-ce qu'il avait déjà fait des remarques étranges ? Je répondais non à presque tout, parce que c'était la vérité et parce que ça me donnait envie de vomir. Il avait réussi à être invisible, même quand il parlait. Puis une des personnes a sorti une feuille, une liste, et elle m'a demandé « Vous connaissez ces noms ?» J'ai lu. C'étaient des prénoms, des collègues, des gens d'autres services. Et au milieu, le mien. Mon cœur a fait un bond sec. Je n'ai rien dit tout de suite. Je crois que ma bouche s'est ouverte sans son. Pourquoi mon nom est là ? Ils n'ont pas répondu directement. Ils m'ont demandé si Malik et moi, on se parlait souvent. Si on avait été en dehors du boulot. Si je lui avais déjà donné mon adresse. Si j'avais déjà monté en voiture avec lui. Si je lui avais déjà laissé mon téléphone. Ces dernières questions m'a frappé comme un coup. Parce que c'était exactement le genre de détails que ton cerveau enterre. C'est un collègue sympa. Il peut regarder l'heure sur mon écran pendant que je montre un truc. Maintenant, chaque micro-occasion devenait une brèche. Ils ont fini par dire une phrase, neutre, comme un mur. Ils tenaient des notes, des habitudes, des horaires. Rien ne dit que vous étiez une cible, mais votre nom apparaît. On doit comprendre pourquoi. Des habitudes, des horaires. J'ai pensé à lui, 1 mois plus tôt, qui me disait en souriant « Toi, t'es du matin, hein ? Je le vois à ta tête. » Et moi qui avais ri. Je suis sorti de la salle avec la sensation que mes jambes ne m'appartenaient plus. L'open space me paraissait soudain rempli de regards, alors que personne ne me regardait. J'ai essayé de me remettre au travail. Impossible. Les mots à l'écran glissaient. Je fixais les reflets dans les vitres, les coins de la pièce, les couloirs.
À midi, je suis allé aux toilettes. Lumière blanche, carrelage froid, odeur de savon. Je me suis lavé les mains 2 fois, puis j'ai levé les yeux vers le miroir. Et là, j'ai eu un frisson idiot, violent. Pendant 1 seconde, mon cerveau a collé son sourire sur mon reflet, comme une superposition, comme si je pouvais le voir derrière moi, encore. Je suis sorti. Je suis revenu à mon bureau et j'ai ouvert mon téléphone. J'ai parcouru nos échanges, des mois de messages banals, même « T'es où ? Réu à 14h, bonne soirée ». Rien. Sauf un message, perdu au milieu, qui m'a sauté au visage parce qu'il était trop précis. « T'habites vers quelle rue déjà ? Comme ça, si un jour je dois te déposer. » Je lui avais répondu, à moitié. Une zone, un quartier. À l'époque, c'était de la gentillesse. Là, c'était une case dans une note. Ce jour-là, je suis rentré chez moi plus tôt. J'ai verrouillé ma porte 2 fois. J'ai posé mon téléphone face contre la table, comme si l'écran pouvait encore transmettre quelque chose. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai tiré les rideaux en plein après-midi. Pas parce que je croyais qu'il allait venir, parce que je venais de comprendre un truc plus froid. Quelqu'un peut rire avec toi pendant des mois, tout en te classant dans sa tête. Les jours suivants, tout s'est stabilisé en surface. Les gens ont recommencé à parler de projets, de deadlines, de vacances. On riait même, parfois, mais c'était un rire différent, plus court, plus mécanique. Comme si chacun vérifiait inconsciemment que son rire ne faisait pas de bruit dans un endroit dangereux. L'enquête, elle, restait là, en arrière-plan. Et nous, on était coincés entre 2 réalités. Le bureau normal et l'idée qu'il avait été traversé par quelque chose de sale pendant des mois. Un matin, notre manager a demandé qu'on se retrouve 10 minutes, debout, près de la salle vitrée. Il avait cette voix trop posée des gens qui apprennent à annoncer l'horreur avec des mots propres. Il y a eu des vérifications sur les accès informatiques. Certaines choses ont été retrouvées. La police gère. Ne cherchez pas à enquêter vous-même. Ne cherchez pas à enquêter. Comme si tu pouvais empêcher ton cerveau de revoir les détails. À la pause, une collègue m'a rejoint près du distributeur. Elle avait les yeux rouges, mais ne pleurait pas. Elle regardait droit devant elle. Je crois qu'il m'a déjà suivi. Je l'ai regardée. Elle m'a expliqué qu'un soir, en sortant tard, elle avait une impression qu'une voiture la prenait dans ses rétros à distance. Elle avait accéléré. La voiture aussi. Elle avait tourné. La voiture aussi. Puis elle avait réussi à se garer dans une rue éclairée et la voiture avait disparu. À l'époque, elle s'était dit parano, fatigue, coïncidence. Après l'histoire de Malik, le souvenir avait changé de forme. Et tu sais quoi ? Elle a ajouté. Le lendemain, Malik m'a demandé si j'avais bien dormi. Exactement comme ça. Comme s'il savait. Ça m'a glacé. Pas parce que c'était une preuve, parce que c'était un motif. Le gentil qui te demande si tu vas bien, juste après t'avoir fait peur. À partir de là, j'ai commencé à remarquer quelque chose dans l'équipe. Tout le monde avait une petite scène avec lui. Une phrase, un geste, un regard trop long, une question trop précise sur un trajet, une adresse, une habitude. Ce n'était jamais assez pour déclencher une alarme sur le moment,
C'était toujours emballé dans l'humour. Et c'est ça, je crois, le plus terrifiant. Quand l'horreur a appris à parler avec une voix sympathique. Quelques semaines plus tard, on a eu un mail officiel, très court. Il disait, en gros, qu'il ne ferait plus partie de l'entreprise, que la situation était grave et que l'enquête suivait son cours. Rien d'autre. Aucune explication. Aucun pourquoi. Juste un trou à la place d'un collègue. Et la vie a repris. Vraiment. On finit toujours par reprendre. Sauf que moi, un truc s'est cassé. Parce qu'avant, quand quelqu'un était gentil, mon cerveau le classait safe. Maintenant, mon cerveau garde une marge. Toujours. Il analyse, il écoute le ton, il note la précision des questions. Il se méfie des gens qui veulent trop savoir, trop vite, en riant. Un soir, bien plus tard, j'étais resté tard au bureau. Pas seul, il y avait encore du monde, mais l'étage était calme. En passant près de son ancien bureau, oui, il a été réattribué, évidemment, j'ai vu un nouveau collègue rire à gorge déployée avec quelqu'un. Une scène normale. Je me suis surpris à ralentir. Et dans ma tête, une phrase est montée, froide, automatique. Le plus dangereux n'était pas qu'il était violent. Le plus dangereux, c'est qu'il savait être normal. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai fait un truc idiot. J'ai revérifié que ma porte était fermée, alors que je venais de la fermer. Puis je me suis assis dans le silence. Et j'ai repensé à ce « à lundi » qu'il disait avec le sourire, comme si c'était une promesse. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de lui. Il est loin. Il est sous contrôle. Mais il m'a laissé quelque chose de pire qu'une peur. Une question. Combien de gens drôles, gentils, solaires, jouent un rôle si bien qu'on ne voit rien? Et combien de fois on rit, juste parce qu'on ne sait pas encore ce qu'on est en train de valider? Je le connaissais depuis le lycée. C'était le gars lumière. Celui qui arrive et l'ambiance change. Blague, imitation, surnom pour tout le monde. Il pouvait te faire rire même quand tu pensais être au fond. Et surtout, il était attentionné. Le pote qui te sert un verre sans que tu demandes. Le pote qui dit « Bois de l'eau, frère ». Le pote qui te fait asseoir si t'as trop bu. Celui qui gère. On lui faisait confiance naturellement, parce que son énergie était contagieuse. Parce que quand quelqu'un te fait du bien, tu ne vérifies pas ses mains. La soirée dont je parle a eu lieu un samedi. Petit appart, musique pas trop forte. On était une dizaine. Des gens du groupe, 2 nouvelles connaissances, une fille qui venait avec une amie. Rien de spécial. Une soirée comme toutes les autres. Sauf un détail. Un détail qui a l'air insignifiant sur le moment. Il insistait toujours pour préparer les boissons dans la cuisine, porte fermée. C'était dit comme une blague. « Vous me connaissez, je fais les meilleurs dosages. Laissez le pro bosser. » On rigolait. Ça paraissait normal. Il disait que c'était pour éviter que tout le monde mette ses doigts dans les bouteilles ou pour que ça reste propre. Le genre d'excuse qu'on accepte sans réfléchir. Ce soir-là, j'étais fatigué. J'avais déjà bu un peu. Je suis allé m'asseoir sur le canapé, contre la coudoir. Je voyais l'entrée de la cuisine de loin.
Je voyais la porte se fermer. Je voyais la lumière passer sous la porte. De temps en temps, il sortait avec un plateau. Sourire immense. Verres alignés. Il distribuait comme un serveur. « Tiens, toi, toi aussi, et toi, t'en as besoin. » Il avait même des mots personnalisés. Il savait qui préfère sucré, qui veut plus léger, qui tient pas. C'est ça qui me met mal maintenant. À l'époque, on trouvait ça drôle. Aujourd'hui, je comprends que c'était une manière de contrôler. Vers minuit, une des filles, celle qui venait avec une amie, a commencé à changer. Pas bourrée, pas joyeuse, plutôt molle, comme si son corps glissait vers le bas. Elle parlait encore, mais ses phrases étaient décollées. Elle a dit « Je me sens bizarre, j'ai chaud ». On a pensé « alcool plus fatigue », rien de plus. Mon pote a posé une main sur son épaule, très doux, très protecteur. « T'inquiète, assieds-toi, je te fais un truc plus léger. » Et il l'a emmené vers la cuisine, presque naturellement, comme si c'était le rôle du pote responsable. Sa porte s'est refermée. J'ai eu un micro-frisson. Pas une alarme, juste un petit malaise. Une sensation de « ça ne me plaît pas ». Je l'ai ignoré, comme on ignore un moustique. 2 minutes plus tard, il est ressorti avec un verre. Il le lui a donné. Elle a bu une gorgée. Et sa tête est tombée en avant, brutalement, comme si on avait coupé quelque chose. Pas dramatiquement, pas en mode cinéma, juste son corps a cessé d'obéir. Un silence a avalé la pièce. Quelqu'un a dit son prénom. Elle ne répondait pas bien. Ses yeux étaient ouverts, mais pas présents. Sa bouche bougeait comme si elle cherchait des mots dans le vide. Mon pote a rigolé nerveusement, comme pour désamorcer. « Hé, ça y est, elle est KO !» Mais son rire n'a pas pris. Parce que son amie, elle, ne riait pas. Elle avait cette expression de panique qui traverse l'alcool comme une lame. Elle s'est agenouillée près d'elle. Elle lui a touché le visage. Elle a dit « Ça va pas du tout ». Et au même moment, j'ai vu un truc sur mon pote. Un truc bref. Son sourire a tenu, mais ses yeux ont changé. Comme s'il évaluait. Comme s'il calculait la vitesse à laquelle la situation pouvait lui échapper. J'ai senti un froid dans le dos. Je me suis levé, lentement, sans savoir pourquoi. Peut-être parce que mon corps avait compris avant moi. L'ami a dit qu'il fallait appeler les secours. Quelqu'un a sorti son téléphone. Et là, mon pote a dit calmement « Attendez, on va pas appeler pour ça. Ça va passer, elle a juste trop bu. » Sa voix était posée. Trop posée. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu la pensée la plus simple, la plus sale. Il ne veut pas qu'on appelle. Quand il a dit « on va pas appeler », j'ai senti mon estomac se contracter. Pas une peur floue, une peur claire. Celle qui te dit que la personne en face de toi veut contrôler la suite. L'ami de la fille a insisté, la voix déjà brisée. Non, ça va pas. Elle répond plus normalement.
Il a gardé son sourire, celui qu'on connaît tous, celui qui détend la pièce, mais il l'a utilisé comme un couvercle. Il a fait une petite blague, un geste de la main comme pour dire « Calmez-vous ». Elle a juste fait un mélange, ça arrive. Donnez-lui de l'eau. Il s'est penché vers la fille, lui a soulevé légèrement le menton, comme si c'était un geste tendre. Et c'est là que j'ai entendu un son qui m'a glacé. Un petit bruit humide, comme si elle essayait d'avaler, mais que ça ne passait pas bien. Elle n'avait pas l'air bourrée. Elle avait l'air absente. Trop vite. Trop fort. Quelqu'un a quand même composé le numéro d'urgence. L'amie tremblait tellement qu'elle a failli lâcher le téléphone. On entendait la tonalité. Et là, mon pote s'est redressé d'un coup. Son rire a disparu. Pas progressivement, d'un coup. Non. Un seul mot. Ça a coupé le salon comme une lame. Il a fait un pas vers la personne qui appelait. Pas agressif au sens « je frappe », mais un pas qui dit « tu ne fais pas ça ici ». Et j'ai vu plusieurs d'entre nous se figer. Parce que personne n'avait jamais vu son visage comme ça. Sans humour, sans chaleur. Il a tendu la main, comme s'il allait prendre le téléphone. Et là, sans réfléchir, je me suis placé entre lui et la personne. Laisse-la appeler. Ma voix était plus sèche que je ne l'aurais voulu, mais elle est sortie toute seule. Il m'a regardé très longtemps. Trop longtemps pour une soirée entre potes. Et son sourire est revenu, lentement, comme un masque qu'on remet. « Frérot, tu stresses pour rien !» Mais ses yeux, eux, ne riaient pas. L'appel est passé. L'opérateur a posé des questions. On a décrit respiration, état, réaction. L'ami pleurait. La fille sur le canapé bougeait à peine, comme si ses muscles n'avaient plus de tonus. Son regard flottait. Mon pote tournait dans le salon, comme un mec occupé, mais je voyais qu'il surveillait tout. Qui parle, qui écoute, qui filme peut-être. Il s'arrêtait parfois à l'entrée de la cuisine, puis revenait, comme s'il voulait être sûr que personne n'y aille. Et c'est là qu'un autre détail m'a frappé. Sur la table basse, il y avait les verres qu'il avait servis. Beaucoup. Et tous n'étaient pas identiques. Certains avaient une légère mousse sur le bord. Certains étaient plus clairs. Certains avaient une odeur différente, sucrée, chimique, trop forte pour de l'alcool simple. J'ai pris un des verres, discrètement, et j'ai senti une odeur que je ne connaissais pas. Pas de vodka, pas de rhum. Quelque chose de propre, presque médical. Mon cœur a accéléré. J'ai reposé le verre comme si je venais de toucher quelque chose d'interdit. Les secours ont dit qu'ils arrivaient. 10 minutes, peut-être 15. 10 minutes. C'est long dans un salon, quand tout le monde te regarde et que tu sens qu'un truc veut se cacher. À un moment, mon pote est allé à la cuisine. Il a ouvert la porte, la lumière a éclaboussé le salon, puis l'a refermée derrière lui. Porte fermée. L'ami a voulu se lever pour le suivre. Je lui ai murmuré, sans réfléchir, « Ne va pas là-bas ». Elle m'a regardé comme si je venais de dire un truc fou.
mais elle s'est rassie, parce qu'elle avait peur aussi. Il est ressorti 2 minutes plus tard, avec un sac poubelle noir à la main. Il a dit en riant, « Je jette les bouteilles vides, ça pue ici. » Personne n'a ri. Et lui, il a compris que la pièce ne riait plus. Son rire est devenu plus court, plus sec. Il a voulu sortir le sac. Je l'ai regardé passer et je jure que j'ai vu, à travers le plastique tendu, la forme d'un petit flacon. Pas une bouteille, un flacon. Et là, j'ai eu un déclic. Ce n'était pas une soirée qui a mal tourné. C'était une situation où quelqu'un essayait de faire disparaître des éléments avant l'arrivée des secours. Quand il a ouvert la porte d'entrée pour sortir le sac, l'air froid de l'extérieur a rempli le salon. Les sirènes étaient encore loin, mais on les attendait comme un jugement. Il s'est arrêté sur le seuil. Il s'est tourné vers nous, toujours avec ce sourire de pote, et il a dit, très doucement, « Franchement, vous me faites passer pour quoi ?» Et pour la première fois, j'ai compris. Il ne paniquait pas pour elle. Il paniquait pour lui. Les sirènes ont fini par se rapprocher. Au début, c'est juste un souffle lointain, puis ça devient un son net qui grossit. Et dans un salon, ce son-là change tout. Il enlève le contrôle à celui qui le tenait. Mon pote l'a entendu aussi. Son sourire a tenu 1 seconde, puis il s'est fissuré au coin de la bouche. Un micro-tic. Un truc que je n'avais jamais vu chez lui. Il a reposé le sac poubelle près de la porte, comme s'il allait sortir plus tard. Il est revenu vers le canapé, s'est accroupi près de la fille, et il a commencé à parler d'une voix douce, trop douce. Respire. Voilà. Ça va. Comme un acteur qui joue une scène. L'ambulance est arrivée. 2 secouristes sont entrés. Équipement, gestes rapides, regard professionnel. Ils ont posé des questions, ont regardé les pupilles, ont vérifié la respiration, le pouls. L'un d'eux a demandé « Elle a consommé quoi ? Alcool ? Mélange ? Médicaments ? » Et là, mon pote a répondu tout de suite. Trop vite. Comme s'il avait préparé la phrase. Alcool, oui. Et elle a tiré sur une vape, je crois. Peut-être ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait froid. Parce qu'il ajoutait des détails, des hypothèses. Il remplissait les blancs. L'ami a dit, elle a bu un verre qu'il lui a donné, et après elle est tombée. Silence. Les secouristes ont levé les yeux vers mon pote. Pas accusateur, juste attentif. Ils ont demandé « Quel genre de verre ?» Mon pote a souri. Un truc léger. Je faisais des mélanges. Rien de fort. L'un des secouristes a reniflé près de la bouche de la fille, a regardé le verre posé à côté. Il a fait une grimace très légère, comme quelqu'un qui reconnaît une odeur qu'il n'aime pas. Il n'a rien dit. Mais son collègue a sorti une petite lampe et a regardé de plus près le liquide dans le verre. Et moi, au même moment, j'ai vu mon pote regarder la cuisine. Pas les secouristes,
Pas la fille, la cuisine. Comme si le vrai problème était là-dedans. Ils ont mis la fille sur une civière. Ils ont dit qu'ils l'emmenaient. L'ami a voulu monter avec eux. On lui a dit oui. Et mon pote a fait un pas, comme s'il allait les accompagner aussi, en mode « je suis responsable ». Un secouriste a dit « Vous êtes de la famille ?»« Non, un ami. » « D'accord. Restez disponible si on a besoin d'informations. » La porte s'est refermée derrière eux. Le salon est devenu soudain trop grand, trop vide, trop silencieux. On aurait dû souffler, mais on n'a pas soufflé, parce que lui était encore là. Et son sourire n'avait plus aucune utilité. Il a regardé chacun d'entre nous comme si on venait de trahir une règle non dite. Puis il a dit calmement « Vous êtes sérieux? Vous appelez des secours chez moi et vous commencez à me regarder comme un criminel ?» Personne n'a répondu. Quelqu'un a dit très bas « On veut juste qu'elle aille bien. » Et il a éclaté d'un rire sec, pas le sien. Un rire sans chaleur. Bien sûr. Ensuite, il a fait le truc qui m'a fait le plus peur. Il est allé à la cuisine et il a verrouillé la porte. Pas complètement, mais il a mis le petit verrou intérieur. Le geste a fait un petit clic clair dans le silence. On s'est tous regardés. Parce que ça, c'était un geste de quelqu'un qui veut empêcher des gens d'entrer. Il est revenu, main vide. Il s'est assis sur une chaise, comme un gars qui va discuter. « Vous avez fini votre crise ?» Et là, j'ai compris qu'il essayait de reprendre le contrôle par la parole, par la normalité forcée. Comme au boulot, comme dans le groupe. Faire passer les autres pour des hystériques. J'ai pris mon courage où j'ai pu et j'ai dit « Ouvre la cuisine ». Il m'a regardé, longtemps. Puis il a souri, tout petit. « Pourquoi ? Tu cherches quoi ?» Mon cœur tapait fort. Je n'étais pas un héros. Je n'avais aucune envie de confrontation. Mais il y avait trop de signes, trop d'efforts pour cacher, trop de contrôle. J'ai répété « Ouvre ». Son regard a glissé vers la porte d'entrée, vers le sac poubelle, puis vers moi. Et pendant une seconde, il a eu un visage que je ne lui avais jamais vu. Pas drôle, pas sympa, pas social, juste calculateur. Il s'est levé lentement. Il a fait un pas vers moi, très proche. Et il a dit tout bas, avec une voix calme, « Tu veux vraiment faire ça, ici ?» À ce moment précis, j'ai senti que la situation pouvait basculer. Pas en drame de film, en vrai. Et j'ai compris que le pote le plus fun de notre groupe savait être dangereux sans élever la voix. Il était si près que je sentais son souffle. Pas une haleine d'alcool, un souffle calme, contrôlé, comme si j'étais le problème à gérer. Personne n'a bougé. Personne n'a joué au héros. On était tous figés,
parce qu'on venait de comprendre une règle simple. On n'était plus dans une soirée. On était dans un endroit où quelqu'un avait décidé d'être dangereux. J'ai reculé d'un demi-pas, pas par soumission, juste pour reprendre de l'air. Et j'ai dit le truc le plus simple, le plus vrai. Elle a failli mourir. Son visage n'a presque pas bougé. Il a juste cligné des yeux, lentement. Elle va bien. Cette phrase-là, elle était monstrueuse, parce qu'elle était dite comme une évidence, comme si « ça va bien » voulait dire « ça n'a pas de conséquences ». Il a tourné la tête vers les autres, a remis son sourire de surface et a parlé plus fort, comme pour reprendre une scène devant un public. « Vous me connaissez, je suis pas ce genre de gars. Vous partez dans un délire. » Et là, j'ai compris le piège. Il voulait qu'on se mette à argumenter, qu'on se disperse, qu'on perde le fil, qu'on doute, qu'on se fatigue. Il était bon à ça, aux mots, aux ambiances, au contrôle social. Sauf que cette fois, il y avait un truc qui ne contrôlait plus. L'ambulance était partie. Et surtout, les secours avaient vu son visage, entendu son nom, enregistré l'adresse. Je l'ai senti aussi. Une petite fissure dans son assurance. Une impatience. Il a jeté un regard encore une fois vers le sac poubelle. Et là, un de mes potes, le plus discret du groupe, celui qui parle peu, a fait un geste tout simple. Il s'est levé, doucement, et il a attrapé son blouson. Pas de provocation, juste, on s'en va. Ça a cassé quelque chose. Parce que quitter la pièce, c'était refuser son théâtre. Les autres ont suivi, un à un, comme si on sortait d'une pièce qui sent mauvais. Personne ne criait, personne ne l'insultait. On partait. Et lui, il a paniqué. Pas avec des grands gestes, avec une phrase. Vous sortez pas. Sa voix était plus dure, plus basse. Le masque avait glissé. Il s'est placé près de la porte d'entrée, juste assez pour bloquer. Et pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait vraiment nous empêcher de partir. Mon cœur a explosé. J'ai senti la sueur dans mes paumes. J'ai regardé la serrure, le couloir, la possibilité de pousser. Et puis, il s'est arrêté. Parce que dehors, dans la cage d'escalier, on entendait déjà des pas, des voix. Quelqu'un montait. Peut-être un voisin alerté par l'ambulance. Peut-être rien. Mais il l'a entendu. Il a hésité. Et dans cette hésitation, on est sorti. Un par un, on a passé la porte sans courir, mais vite. Comme si courir lui donnerait l'excuse de dire « Vous êtes hystérique ». On descendait les escaliers en silence. On a respiré qu'en bas, dehors, dans le froid. L'amie de la fille nous a envoyé un message 1 heure plus tard. Elle était à l'hôpital, prise en charge. Les médecins parlaient d'une substance possible, d'analyse en cours. Rien de sûr, mais assez pour confirmer que ce n'était pas juste l'alcool. Le lendemain,
La police a contacté plusieurs d'entre nous. Questions, versions, détails. Exactement ce qu'ils voulaient éviter. Et c'est là que le dernier truc est arrivé. Celui qui me donne encore des frissons. 2 jours après, je reçois un message de lui. Pas long. Pas une menace explicite. Juste une phrase. Franchement, vous êtes des lâches. Et un emoji qui rit. Comme si tout ça était encore un jeu. J'ai appris plus tard qu'ils avaient trouvé, dans sa cuisine, des choses qui ne devraient pas être là. Pas besoin de faire un inventaire. Juste des éléments qui racontent une obsession du contrôle. Petits flacons, dosage noté, et surtout, une habitude. Toujours la porte fermée. La fille a survécu. Elle a mis du temps à revenir à elle. Elle ne se souvient pas de tout, mais elle se souvient d'un détail. Elle se souvient de lui qui souriait. Pas un sourire gentil, un sourire content. Et c'est ça qui me donne encore des frissons aujourd'hui. La réalisation que le rire de quelqu'un peut être une couverture parfaite, que le pote le plus drôle du groupe peut cacher une partie froide, méthodique, et que tu ne la vois que quand il n'y a plus de musique, quand la porte de la cuisine se ferme. Voilà. 3 histoires où le pire n'est pas un monstre. Le pire, c'est quelqu'un que tout le monde adore, quelqu'un qui fait rire, quelqu'un qu'on laisse approcher parce qu'on pense que drôle veut dire inoffensif. Si l'une de ces histoires t'a mis mal à l'aise, c'est normal, parce que ce genre de truc existe, et ça se cache très bien. Dis-moi en commentaire, t'as déjà eu un ami qui te donnait un mauvais pressentiment, sans raison claire? Et si tu veux d'autres récits comme ça, abonne-toi et laisse un like.